C'était donc un anniversaire hier, l'anniversaire du Brexit, je le disais. Cet anniversaire était particulièrement morose. Est-ce que vous confirmez cette impression ? Je dirais que c'est plutôt une célébration qui n'a pas eu lieu. Il y a eu très peu de choses. Il y a quelques personnes qui l'ont remarqué, quelques personnes qui ont tweeté là-dessus. Il y a un petit débat à la BBC hier soir, mais ce qu'on peut dire, c'est que 5 ans après, si le Brexit avait vraiment été la grande réussite promise par les Brexiteurs, on en aurait fait une plus grande fête. En fait, c'est quelque chose dont en gros, tout le monde ne veut pas plus parler en Grande-Bretagne. C'était une telle cicatrice, ce référendum. Ça a duré pendant des années. Rappelez-vous le référendum même, la déchirure dans la société britannique. Ensuite, les négociations, les tractations avec Michel Barnier qui ont duré 3-4 ans. La rupture même. Et maintenant, le consensus, vous n'avez qu'à regarder, par exemple, le gouvernement travailliste refuse de parler même du Brexit et des effets que ça a pu avoir sur l'économie britannique. Donc, en fait, c'est un non-lieu, tellement le sujet est difficile, ça a laissé des cicatrices, et aussi pour le simple fait qu'il y a très peu de bons résultats à citer pour les Brexiteurs. Alors, on va revenir aussi sur les promesses qui étaient celles des partisans du Brexit. Elles étaient nombreuses. La maîtrise de l'immigration notamment. Est-ce que l'immigration a été réduite en Grande-Bretagne aujourd'hui ? La réponse est catégoriquement non, Alex Taylor. C'est clair et net. Je veux dire, c'est depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, l'immigration a quadruplé. C'était aux alentours de 300 000 quand le Royaume-Uni était dans l'Union européenne vers 2016-2017. Maintenant, c'est plus d'1 million. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. C'est vrai qu'il y a des raisons qui n'ont rien à voir avec le Brexit. Par exemple, il y a des réfugiés ukrainiens. Mais qu'est-ce que le Brexit a fait ? Il y avait beaucoup d'infirmiers, par exemple. C'est un bon exemple. Beaucoup d'infirmiers qui venaient de l'Est de l'Europe. Donc, c'est des gens qui sont venus pour peu de temps et qui sont repartis après ou qui pouvaient repartir parce que c'était des gens plus ou moins solitaires, des jeunes. Eh bien, puisque ces gens-là sont repartis, qui n'ont plus le droit de travailler en Grande-Bretagne, ils ont été remplacés par des familles qui viennent de beaucoup plus loin. Mais c'est des familles. Si vous demandez à un Indien de venir travailler comme infirmier, donc c'est un déplacement qui est beaucoup plus long pour lui, il ne vient pas sans sa famille. Donc c'est un simple exemple qui vous montre pourquoi dans le service de santé, là où il y avait peut-être un Polonais qui était là pendant 1 ou 2 ans, il y a maintenant des Indiens ou des Africains qui viennent s'établir avec leur famille. Donc l'immigration était aux alentours de 1,2 million maintenant depuis le Brexit, alors que c'était dans les 200-300 000 avant. Voilà. Alors parlons maintenant de l'économie. C'est important parce que effectivement, l'économie britannique semble un brin morose. Sauf que, mais l'économie française aussi l'est en ce moment. On a annoncé une catastrophe en Grande-Bretagne. Cette catastrophe, elle n'a pas vraiment eu lieu. On ne peut pas dire qu'il y ait eu une catastrophe économique en Grande-Bretagne. Si, Alex Taylor ? Non, mais personne n'a parlé de catastrophe. Même les gens qui disaient qu'il fallait quitter l'Union européenne. Il y a quelques-uns qui essaient de faire peur, comme on fait toujours dans les élections, mais personne ne disait que c'est une catastrophe. Mais en même temps, c'est pas très long non plus. Vous pouvez pas couper les liens avec votre principal marché, c'est-à-dire c'est à 30 km de leur frontière, ils ont un marché libre de 450 millions de consommateurs avec qui ils font des affaires quand ils citent des gens à Birmingham chez eux. Ils ont créé beaucoup de barrières. Vous prenez par exemple des exemples, il y avait des Marks & Spencer, par exemple la boutique anglaise à Paris, maintenant il n'y en a plus parce qu'ils ne peuvent plus, et eux c'est une grande société avec beaucoup de moyens, ne peuvent plus importer des produits frais en Europe. Les pêcheurs à qui on a promis monts et merveilles, la seule chose qu'il y a partout sur les chaînes britanniques hier, c'est un témoignage d'un pêcheur qui a dit « Moi, on m'a promis que ça serait beaucoup plus facile. J'ai perdu mon principal marché parce que je ne peux pas exporter mes poissons frais, les envoyer au Venezuela. » Donc, surtout, ils ont coupé les conditions qui étaient très favorables qu'ils avaient avec le marché unique pour retrouver quoi ? En fait, les Brexiteurs avaient promis un grand deal avec l'Inde
on a eu un Premier ministre d'origine indienne, Rishi Sunak. Ça n'a pas eu lieu avec la Chine. Ben voilà. Et puis on verra bien ce que ça donne avec le gentil monsieur Trump, qui va bouffer les Britanniques si jamais ils veulent faire un deal avec lui. Donc c'est pas glorieux. Et alors justement, tiens, parlons des relations américano-anglaises. C'est une relation spéciale, comme vous dites normalement en anglais, pour reprendre l'expression consacrée. Est-ce que l'Angleterre, le Royaume-Uni, pardonnez-moi, s'est rapproché des États-Unis depuis qu'il a quitté l'Union européenne ? C'est un peu difficile parce que c'est un gouvernement travailliste qui n'est pas franchement du même bord que Donald Trump, et dont certains des principaux membres, surtout le ministre des Affaires étrangères, a traité Donald Trump de fasciste dans le passé. Donc, la base n'est pas là. Donald Trump a aussi dit pique-pendre, et surtout il y a l'affaire Musk. Musk a beaucoup critiqué Keir Starmer, le Premier ministre britannique, à propos d'une affaire de pédocriminalité. Oui. Donc les bases ne sont pas là. Et si vous voulez, on voit comment agit Trump depuis qu'il est là. Trump n'est pas un gentil. S'il exclut, si jamais les Britanniques sont exclus des tarifs avec lesquels Trump menace l'Union européenne, eh bien c'est à quel prix? Parce que Trump a des visées sur plusieurs choses en Grande-Bretagne. Il a des visées sur les rayons des supermarchés parce qu'il veut imposer les produits américains, et surtout il a aussi des visées sur le système de santé en Grande-Bretagne, parce que c'est un marché très intéressant pour Trump, oui, et pour les grosses sociétés pharmaceutiques américaines. Donc penser que les Britanniques vont pas pouvoir faire énormément de concessions s'ils font un deal avec Trump, c'est pour ça que Starmer tente quand même de revenir un peu avec des relations beaucoup plus sympathiques avec son propre continent, l'Union européenne. Et selon tous les sondages, c'est ça que je voudrais vous dire pour répondre à votre première question, selon tous les sondages, il n'y a pas eu un seul sondage où les Britanniques ne regrettent pas. Il y a un sondage qui est sorti hier, oui, qui disait quand même que seulement 11% penser que le Brexit est une réussite plutôt qu'un échec. Et ça semble catégorique, effectivement. Mais écoutez, on en reparlera avec vous, Alex Taylor. Merci de nous avoir rejoints sur Sud Radio. On vous retrouvera peut-être à Twickenham dans quelques semaines pour le match Angleterre-France. Moi, je suis beaucoup plus Eurovision. Je suis désolé. C'est pas grave, on se retrouvera à l'Eurovision. Alors, dans ce cas-là, merci à vous, Alex Taylor, journaliste franco-britannique.